Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de l'invité de H. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir le professeur Alphonse Bernard Amougou Baga, qui est politologue, enseignant-chercheur à l'Université de Douala. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir honoré le rendez-vous avec HTV, l'invité de H. C'est moi qui suis honoré d'être parmi vous. Alors ce soir, tout au long de cet entretien, nous allons passer en revue l'actualité du coronavirus au Cameroun. Nous allons aborder également avec vous, professeur, l'actualité autour des relations entre le Cameroun et la France, les relations diplomatiques, bien évidemment. Installez-vous confortablement, professeur, et on se retrouve juste après. Une fois encore, bonsoir, professeur. Merci. Alors, professeur, d'emblée de jeu, la famille du football mondial est éplorée. Elle pleure une légende internationale, l'Argentin Diego Maradona, qui a accroché les godasses le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. Quelle image retenez-vous de cette icône? Merci pour la question. Je suis d'autant plus honoré d'en parler que les meilleurs souvenirs que je garde de Diego Maradona datent de 1990, alors que nous étions en train de faire notre baccalauréat. Donc la télévision, à l'époque, il n'y en avait pas encore autant comme aujourd'hui au Cameroun. C'était encore la seule CTV, comme on disait à l'époque. Et on jonglait entre vouloir regarder la Coupe du Monde à la télé et réviser de temps en temps pour aller faire le bac. Et c'est là où cette légende s'est une fois de plus révélée aux Camerounais. Certains d'entre nous la connaissions déjà, mais c'est vraiment un souvenir très très agréable que je garde de la personne. Agréable parce qu'on avait gagné l'Argentine, mais aussi parce qu'on avait découvert un footballeur d'un talent immense. Je crois que nous perdons une des grandes légendes que le monde ait produit en termes de sport, en termes. Et puis, je dois dire, pour avoir continué à suivre la vie de Madonna, c'est quelqu'un qui a connu une vie peut-être un peu difficile par la suite, l'alcool, la drogue, le diabète et autres. Mais c'est quelqu'un qui avait aussi la main sur le cœur. Peut-être, on ne le dit pas souvent. C'était un monsieur, un vrai humaniste. Donc, je crois que Humanitarian TV fait un bon droit de lui rendre cet hommage. Tout à fait. La famille de HTV pleure également l'international footballeur argentin Diego Maradona qui s'est en allé à l'âge de 60 ans ce 25 novembre 2020. Parlons de la star du siècle, professeur, bien évidemment le coronavirus. Au Cameroun, l'on a encore dénoncé des cas de contamination et des décès dans certaines régions, notamment dans le littoral et l'ouest du Cameroun. Alors que l'immense majorité de la population savait que la maladie avait atteint le paroxysme. Professeur, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette résurgence des cas? Mais je ne pense pas que la maladie ait disparu. Si on en croit les dépêches que fait chaque soir le ministère de la Santé, la maladie n'a pas disparu. Il y a peut-être aussi, il faut attirer l'attention de nos concitoyens, un relâchement dans les mesures barrières. Donc, il ne faudrait pas, on voit aujourd'hui les taxis qui sont de plus en plus bondés, les gens qui ne respectent pas la distanciation, les gens qui ne portent pas le masque, qui ne se lavent pas les mains. C'est dans quelques espaces dans la société, vous arrivez dans un magasin, vous dites là, il faut aborder le masque. Aujourd'hui, il y a ce relâchement. Parce que le virus n'a pas disparu, la maladie n'a pas disparu. Il ne faudrait pas penser que les choses sont retournées à la normale. On devrait continuer à être discipliné, à être prévoyant, chacun prenant les précautions qui s'imposent pour que cette maladie soit définitivement combattue. C'est d'autant plus que on a réouvert les frontières et on voit bien qu'en Occident, on connaît une deuxième vague, certains parlent bientôt d'une troisième qui arriverait. Oui, on se réjouit de savoir que l'Afrique n'a pas été emportée comme certains l'avaient prédit, les oiseaux de mauvais augure, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher. Alors, professeur, au Cameroun, l'on dénombre encore des cas et pas plus tard que 2 jours, le 22, le 23, le 24 novembre, l'on a annoncé des cas du côté de l'ouest du Cameroun. Alors, cette résurgence des cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir au temps mort qui a précédé cette résurgence?
Non, je crois qu'il faut que, comme je disais tantôt, il faut que les gens continuent à respecter les mesures barrières. Et les mesures barrières, à mon sens, je ne suis pas un médecin, mais il y a des choses simples. D'abord, le port du masque. La distanciation sociale, c'est laver régulièrement les mains ou alors le gel hydroalcoolique. C'est d'abord, c'est le minimum qu'on demande à chacun. En me protégeant, je protège l'autre. Il ne faudrait pas penser que euh, je suis euh, protégé parce que je me cache à la maison. Non, je me protège parce que je respecte les mesures. Je peux ramener le virus à la maison parce que quand j'étais à l'extérieur, je n'ai pas pris les mesures qui s'imposent. Et je viens contaminer des personnes qui sont à la maison, qui à leur tour vont aller contaminer les autres, tout le temps puisque c'est un virus qu'on ne maîtrise pas. Vous allez lire toutes les revues, toutes les dépêches. Personne ne maîtrise effectivement ce virus. Donc, il y a quelques mesures à minima que chaque citoyen devrait respecter. Donc, que ce soit à l'est, à l'ouest, que ce soit au centre, que ce soit à Bafoussam, le nouveau cas qu'on a cité, que ce soit les 11 qu'on a connus récemment à Douala, dans les établissements scolaires, il faudrait que les gens continuent à être conscients. En fait, c'est ce que moi je peux dire. Alors, professeur, le coronavirus, vous dites bien, n'a pas encore disparu, mais l'on a réouvert les frontières au Cameroun. Ces enfants qui partent de la maison, qui entrent dans les taxis, qui arrivent à l'école, ce trajet, ils ne peuvent pas être contaminés, ils ne peuvent pas être atteints du virus. C'est justement pour cela qu'il faut respecter les mesures. Parce que ça peut être dans le taxi, ça peut être au marché, ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être à l'école. Donc chacun d'entre nous doit respecter des mesures. C'est-à-dire que quand je viens sur le plateau d'une télévision comme celle-ci, il y a une distanciation qui doit être respectée. Quand j'entre quelque part. Donc tout cela, c'est chacun qui doit faire la sécurité pour la santé de tous. Quand je respecte les mesures, c'est parce que je veux me protéger et que je veux me protéger moi-même. Or, si certains commencent à se relâcher, il va de soi que le virus va continuer à grandir. Mais il faut aussi comprendre qu'on a rouvert les frontières parce que l'économie ne peut pas s'arrêter de tourner. Ça a commencé déjà à peser sur beaucoup de pays. Et je dois dire, et ça il faut le reconnaître, il faut saluer la clairvoyance des autorités camerounaises. Lorsqu'on a décidé de rouvrir les barrières, le Cameroun a pris mesure que beaucoup de pays n'ont pas compris, qui était une mesure très forte, c'est-à-dire l'obligation d'un test 3 jours avant d'embarquer dans l'avion. Sinon, la compagnie ne vous embarquait pas. Bon, on avait cru qu'il y aurait des hésitations, le Cameroun a été ferme. Même des pays qui pensaient qu'ils sont nos maîtres colons n'ont pas pu résister. Air France a dû soumettre ses passagers, par exemple, à ce test. Donc, cela a aussi permis un peu d'atténuer la propagation du virus. Donc, toutes ces mesures sont importantes. Aujourd'hui, le monde dit, on a trouvé un vaccin. Mais quand vous interrogez les spécialistes, vous dites, le vaccin n'est pas encore sûr. Et chaque pays annonce son vaccin. On a l'impression qu'on fait plus la course au vaccin qu'on ne veut soigner les malades, qu'on ne veut empêcher les gens. Et l'impact économique du coronavirus est très fort. Cela pèse sur les économies mondiales, cela pèse sur les ménages. Si la petite vendeuse de poissons au bord de la route arrête devant le poisson, elle va nourrir sa famille avec quoi? Mais il faudrait que celui qui vient l'acheter et qu'elle-même se protège dans leur relation réciproque. Si vous prenez le taxi et que le taxi ne prend pas des mesures, il faudrait qu'il ait à minima le masque lui-même. Et que vous-même, vous ayez peut-être votre gel hydroalcoolique, que vous ayez votre masque, que la personne qui est assise dans le taxi. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, on voit les voitures qui sont bondées. Il faut se poser des questions. Est-ce que nous sommes conscients? Ou alors parce que, bon, on dit souvent chez nous, on a nos plantes en Afrique, on a nos écouks, on a nos herbes, cela va nous protéger. Et puis on dit, il y a Dieu. Et puis, mais Dieu lui m'a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Non, ne perdons pas de vue. Il y a des choses qui dépendent de nous, celles qui dépendent de Dieu et celles qui dépendent des autres. Faisons d'abord ce qui dépend de nous. Alors, professeur, abordons un autre sujet ce soir. Le président Paul Biya, au sortir du double scrutin du 9 février 2020, avait annoncé la tenue des élections régionales au Cameroun. Aujourd'hui, nous y sommes presque, professeur. Peut-on parler d'un fruit de la décentralisation au Cameroun? C'est un processus. Vous faites bien de prendre l'exemple du fruit. Le fruit tient d'un arbre qui a été bien planté, qui a été entretenu dans de bonnes conditions et c'est au bout du compte qu'on récolte le fruit. Les élections du 6 décembre font partie
d'un arbre qui est encore en train d'éclore, de bourgeonner. Parce qu'entre-temps, il y a eu les élections municipales. Je rappelle qu'au terme des élections municipales, il y a quand même un fait qui n'est pas anodin. C'est que la nouvelle nomenclature des communes, notamment dans 14 villes, a fait disparaître le délégué du gouvernement. C'est une avancée très importante parce que parfois, quand on parle de décentralisation, on oublie qu'il y a les communes et puis il y a la région qui est en train d'arriver. Donc, il y a déjà eu cette avancée. Donc, le premier fruit était déjà cette disparition des délégués du gouvernement. Et maintenant, avec la mise en place des régions, on passe à une autre étape. Mais ce n'est pas la fin. Parce qu'il faudrait que c'est après cela qu'il y ait un transfert de compétences, un transfert de ressources, un transfert de moyens pour que ces exécutifs régionaux puissent effectivement jouer leur rôle. Si vous permettez, professeur, je vais vous interroger sur la question de savoir quelle différence le citoyen lambda peut faire entre un super maire et un délégué du gouvernement qui n'existe plus. J'aime pas trop l'expression super maire. Je comprends très bien que Maire des villes. ça, je comprends le journaliste que vous êtes, mais à titre l'analyste que je suis n'aime pas trop cette expression de super maire. Il y a les maires des villes. Et il faudrait que les partis politiques et que même ceux qui gouvernent prennent la peine d'expliquer. Parce que l'idée de super maire voudrait dire que le maire se superpose aux autres maires et qu'il est au-dessus à telle enseigne qu'il peut les écraser. Parce que parfois, quand on dit super, les gens pensent qu'on leur a donné plus de pouvoir qu'il en dispose en réalité. C'est pour ça que je dis le mot. Il faudrait que nous sortions de ce langage pour que le maire de la ville comprenne que il n'est pas un super maire au sens de l'autorité appelé à écraser les autres maires. Non. Pourquoi? Pour une raison d'abord très simple. Le maire de la ville est d'abord un élu d'une commune d'arrondissement. Sur les 14 villes qui nous concernent, c'est d'abord un élu d'une commune d'arrondissement. Deuxième chose, aucun maire de la ville n'a fait campagne pour être maire de la ville au sens premier du terme. Qu'est-ce que j'entends par sens premier? Ça veut dire que c'est la liste de la commune dans laquelle la commune était partie qui a remporté les élections et lui finit par se retrouver maire par le jeu de son parti politique. Donc il n'est pas allé devant le citoyen lambda en disant je veux être maire de la ville. Il va aller pour dire je veux être conseiller municipal. Donc il ne faudrait pas, c'est pour ça que j'ai le mot super maire me pose problème, il ne faudrait pas que une fois devenu maire, il se prenne pour le super maire. Donc il faudrait que lui-même, que ces 14 maires-là comprennent qu'ils sont au service d'une communauté, ils sont au service des populations. Maintenant, par rapport aux délégués du gouvernement, c'est d'abord l'élection qui fait toute la différence, comme j'expliquais tantôt. C'est-à-dire que le maire de la ville ne va plus rendre compte à celui qui l'a nommé. Il va rendre compte d'un bilan électif devant les électeurs. Parce que qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver que si ce que vous appelez le super maire travaille mal, c'est tout son parti avec tous les conseillers municipaux qui peuvent en faire les frais au niveau des communes d'arrondissement. C'est lui qui sont ceux qui peuvent en faire les frais parce qu'en réalité, la population ne fera plus la différence entre ce qui relèverait de votre super maire et ce qui relèverait des maires d'arrondissement. Parce que lui, on ne verra que le super maire, on ne verra pas le travail qui est fait à la base. Et cela peut impacter également sur les résultats qui sont attendus en termes de politique publique au niveau des villes. Donc, cela aussi, c'est une avancée. Donc, le maire doit savoir qu'il va rendre compte. Il ne va pas rendre compte au président de la République qui nommait les délégués du gouvernement. Il rend compte aux populations qui peuvent à tout moment le sanctionner. Professeur, revenons sur les régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun. Quelle importance peut-on accorder, doit-on accorder à cette nouvelle aventure du Cameroun? La première chose, c'est que c'est un processus. Il est important que ces élections aient lieu. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle participe de l'implémentation de la décentralisation qui a été prévue depuis 1996. Il y a eu les lois de 2004 qui ont été remplacées avec quelques améliorations par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Mais il faudrait que la décentralisation elle-même prenne corps. Et pour que la décentralisation prenne corps, il faut que les institutions de décentralisation soient mises en place. Et c'est en cela que ces élections sont importantes. Parce qu'au sortir des élections du 6 décembre 2020, on devrait normalement avoir un exécutif régional et un conseil régional.
Et ce sont ces deux institutions qui doivent donc s'occuper de certaines propositions des populations à la base. Il y a un exemple trivial que j'aime souvent prendre. Si vous voulez construire des latrines, que va faire par exemple l'inspecteur d'arrondissement? L'inspecteur d'arrondissement va écrire à l'inspecteur départemental qui va saisir son délégué, qui lui va saisir le délégué régional, qui va saisir peut-être le gouverneur. On va écrire à Yaoundé pour que Yaoundé décide de ce qu'on veut construire, deux latrines ou deux salles de classe. Des choses qui sont vraiment banales. Sauf que on perd du temps pour arriver jusqu'à Yaoundé. Et le temps où Yaoundé, en tant que pouvoir central, va répondre, lorsque la décision revient à la base, on se rend peut-être compte que le dallo qui traverse la rue est cassé, donc les latrines ne sont plus prioritaires. Vous voyez un peu. Donc on aura perdu beaucoup de temps. Or, si on donne à la base des moyens aux autorités locales pour s'occuper des problèmes locaux, on gagne très vite pour résoudre certains problèmes. Parce que c'est amener le développement à la base. C'est ça l'important de la décentralisation. Il faudrait que certaines décisions qui engagent les populations soient prises au plus près d'elles-mêmes. L'État n'y perd pas. Bien au contraire, l'État y gagne. Alors, professeur, parlons des relations diplomatiques entre le Cameroun et la France. Nombreuses sont les sorties du président de la République de la France, M. Emmanuel Macron, en direction du président Paul Biya et même en direction de plusieurs chefs d'État africains. On peut se rappeler de la fameuse expression qu'il dit avoir fait pression au président Paul Biya et la fameuse citation Calibro qui a fait bouger la toile. Alors, professeur, quelle appréciation faites-vous à ces sorties? Donc, je pense qu'il faut bien restituer certaines choses. Je me rappelle qu'il y a quelques années, lorsque M. Nicolas Sarkozy a été élu président en France, il avait dit quelque chose. Il me faut du temps pour habiter la fonction. C'est-à-dire qu'entre le moment de l'élection et l'entrée en fonction, il s'était permis quelques virées. Il a dit qu'il faut qu'il habite la fonction. Parce que la fonction présidentielle est une fonction très importante. À la limite, c'est une fonction sacrée. Les chrétiens disent tout pouvoir vient de Dieu. Et quand le pouvoir vient de Dieu, il faudrait l'user dans le meilleur sens possible. À partir de ce moment-là, on se rend bien compte que si on me fait la comparaison entre cette idée d'habitation, c'est-à-dire revêtir les habits de la fonction, revêtir les habits de la fonction, on se rend bien compte que le président Macron n'a pas encore réussi à revêtir les habits de la fonction présidentielle en France. D'ailleurs, sa trajectoire suffit pour le démontrer. Il est très vite arrivé comme ministre et puis s'est retrouvé à se présenter à l'élection présidentielle. Alors qu'on sait bien qu'en France, pour arriver, si on prend la France des 60 dernières années, on va se rendre compte qu'il faut du temps pour arriver au sommet. Je crois que c'est Jules Ferry qui le disait. Nous avons mis un enfant à l'Élysée, nous allons le regretter pendant longtemps. Il parlait seulement du président Emmanuel Macron. Nous avons mis un enfant à l'Élysée, nous allons le regretter pendant longtemps. Donc, ce genre de dérapage, on peut bien le comprendre. Donc, ce n'est pas simplement à l'endroit des présidents africains, parce qu'ils pensent qu'il est le tout-puissant colonisateur, mais c'est aussi, même en France, il y a ces genres de dérapages qui sont courants. Et je ne pense pas que ce soit le dernier. Attendons-nous encore à voir le dérapage dans les années à venir, jusqu'à ce qu'il soit toujours en fonction. Alors, professeur, l'attitude du gouvernement camerounais après cette sortie du président Macron vous semble-t-elle la plus appropriée? Lorsqu'il y a eu la première sortie, le gouvernement a aussi réagi proprement dans cette lignée-là. Donc je pense qu'on ne va pas passer le temps toujours à épiloguer là-dessus. Je crois que le tempérament du chef d'État Paul Biya est suffisamment connu pour qu'il sait prendre la mesure avant de répondre. Le président Hollande avait fait, entre guillemets, les frais de ses réponses lorsqu'il lui disait ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. On s'en souvient très bien, même en son temps. Et ce n'est pas la première fois que les relations entre la France et le Cameroun sont tendues.
chaque président français a eu ses moments de tension avec le Cameroun. Peut-être que cette fois-ci, c'est plus aggravé au regard de ce que je disais tout à l'heure en citant Jules Ferry pour dire qu'ils ont un enfant à l'Élysée. Donc peut-être que cela devient des circonstances aggravantes. Mais je crois que le gouvernement camerounais sait répondre et le moment venu, il saura apporter la réponse idoine à ce genre de situation. Professeur Alphonse, si vous étiez l'un des siens, c'est-à-dire l'un des proches du président Emmanuel Macron, quel conseil lui donneriez-vous? Non, la première chose, c'est que la fonction présidentielle est une fonction très noble. Lorsque on lit les biographies, les autobiographies des chefs d'État, on se rend compte que c'est une fonction très noble. Donc, il ne faudrait pas la désacraliser. On se rend bien compte que ce soit le président Macron, que ce soit, par exemple, le président Trump qui est en train de quitter la fonction des États-Unis, on voit bien que la fonction présidentielle dans ces pays qui se veulent des modèles est maintenant pratiquement à la rue. Donc, ils ont du mal eux-mêmes en tant que société. Donc, la France elle-même en tant que société a du mal. Elle a du mal à se retrouver. Elle a du mal à s'exprimer. La voix de la France a du mal à se faire entendre. Or, la voix de la France s'est toujours s'est fait entendre lorsqu'elle a su faire bloc avec son précaré. Or, si elle se met en train de se mettre à dos son propre précaré, on voit très bien que sur la scène internationale, la France a du mal à se faire entendre. Donc, c'est ce que je dirais. Par exemple, si d'aventure j'étais son conseiller, ce que je dirais au président Macron, c'est faire moins preuve de condescendance. C'est de comprendre que l'Afrique a changé. C'est parce qu'on constate que le président Macron est en contradiction avec lui-même. D'un côté, vous dit, il n'y a plus de France-Afrique. Mais de l'autre côté, il veut toujours se comporter comme le maître colon, c'est-à-dire celui qui dicte ce qui doit être fait. Donc, il y a justement là un hiatus. Peut-être que, de manière globale, dans son entourage, dans le sillage des conseillers du président Macron, il n'y a pas beaucoup de personnes, lorsqu'on essaie de faire une sociographie des personnes qui sont autour de lui, il n'y a pas beaucoup de personnes rompues à la connaissance de la politique africaine. C'est ce qui peut de temps en temps justifier ce genre de dérapage. C'est noté, professeur. Parlons de la crise sociopolitique au Cameroun. Nous sommes partis des revendications corporatrices des enseignants et des avocats. 4 ans après, la terreur mine le nord-ouest et le sud-ouest. Quel sérum peut-on utiliser pour la fin de cette guerre, professeur? Premier sérum, si tant que vous appelez sérum, en termes de remède, il faudrait que l'État soit toujours présent. Et cette présence de l'État doit avoir des relents multiformes. La première chose, c'est, il faut le dire de manière claire et nette, c'est la présence militaire. L'armée doit jouer pleinement son rôle en termes de sécurisation, en termes de consolidation de la paix, pour continuer à mettre la main sur les terroristes qui font du mal aux populations. La deuxième chose, c'est que l'État doit être présent à travers d'autres actions. Il y a tous les programmes qui sont mis en place, programme BDR, promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, pour que les gens continuent à en croire à la République. Mais il faudrait que l'État soit présent en continuant à avoir les politiques de santé. Même si l'hôpital est brûlé le lendemain, il faudrait que l'État s'engage à le reconstruire. Si une route est détériorée, comme on a vu souvent avec les engins de fer, il faudrait que l'État prenne l'engagement de refaire la route. L'école, que l'État prenne l'engagement de faire à ce que les enfants continuent à aller à l'école. Tout ça, c'est important. L'État doit être présent. C'est parce que l'État sera présent que d'aventure, les gens sauront que quelque chose est en train d'être fait. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Dans cette zone, il y a des gens qui ont déjà pris fait cause pour la sécession. Il y en a qui se voient déjà, qui sont tapis quelque part dans des pays étrangers, qui se voient de revenir là-bas en tant que chef d'État, se faire applaudir, faire des défilés militaires et autres. C'est regrettable, mais c'est la réalité. L'homme est ainsi fait. Il y en a qui pensent que la solution, c'est le fédéralisme. Un parti politique comme le SDF pense que pour lui, la solution au Cameroun, c'est le fédéralisme. D'autres penchent pour la décentralisation. Donc, vous pouvez voir que sur le terrain, il y a déjà sur le plan institutionnel tous ces schémas. Et puis à côté, il y a des gens qui profitent de la crise. Il y a des bandes armées qui raquettent des populations, qui font en ce que les gens aient peur. Et ces gens-là sont sur le terrain. L'État aussi doit
faire quelque chose pour que... il faut mettre fin à ce genre de situation. Professeur, permettez-moi de vous demander la question de savoir, est-ce que la population n'a pas une part à jouer dans cette guerre? La population a sa part à jouer. Normalement, la population a une part importante. Par exemple, le renseignement. On vous dit les gens sont en brousse. De quelle brousse s'agit-il? Il faudrait bien que la population qui se plaigne de ce que les gens sont en brousse porte l'information au niveau des autorités. Il faudrait que la population fasse également preuve de résilience. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile de faire preuve de résilience, mais il faudrait que la population fasse preuve de résilience pour comprendre que il y a une différence entre la durée d'un conflit et le temps de rétablissement de la paix. Je vais prendre un exemple très simple. Même si aujourd'hui les armes venaient à se taire, et la vieille maman qui allait au champ et qui n'y va plus parce qu'elle a peur de se faire violer, de se faire racketter et autres, elle a peur. Si elle recommence à aller au champ aujourd'hui, si elle met une boutique de manioc en terre ou bien un plant de plantain, ce n'est pas le lendemain qu'elle viendra récolter du manioc. Le manioc, ça met du temps pour pousser. Le cacao, ça met du temps pour revenir. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait aussi comprendre que la durée de reconfiguration et de reconstitution, sans compter tous les traumatismes qui ont vu, ça prend du temps. C'est noté, professeur, au sortir de cet entretien, nous allons sortir par là d'ailleurs, une guerre sévit entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Professeur, au regard de la situation, peut-on parler d'une guerre de leadership? Guerre de leadership, certainement, puisqu'on voit bien qu'il y a des égos qui sont mis en place, il y a des communiqués qui se succèdent aux communiqués, il y a des gens qui vous disent la FECA Foot a raison, l'autre dit la Ligue a raison, et pourtant on a une décision du TAS qu'il faut bien respecter, puisque les deux parties ont convenu de s'adresser à une instance qui a rendu un verdict. Il faut bien accepter le résultat du verdict. Mais il faut dire que le football charrie beaucoup d'argent. Et ça peut aussi expliquer les appétits de certaines personnes. Vu le temps qui nous est impartial, professeur, en dernier recours, quel impact sur l'avenir du football camerounais? C'est vraiment regrettable. Ça, vous posez cette question sur le citoyen que je suis, je trouve cela très regrettable. Nous allons organiser le CHAN dans quelques mois. Or, le CHAN, ce sont les joueurs des championnats locaux. Actuellement, on n'a pas de championnat. Donc, les joueurs ne sont pas en jambes. On n'a pas de championnat, les joueurs ne sont pas en jambes. D'abord, quels sont les joueurs? Moi, je ne sais pas. Puisqu'il n'y a pas de championnat, je ne peux pas citer le nom d'un joueur susceptible de jouer au prochain CHAN. Peut-être les entraîneurs qui connaissent ces joueurs savent qui est-ce qu'ils vont sélectionner. Mais est-ce que ces joueurs sont en jambes? Ce n'est pas les matchs d'entraînement. Il faut être en compétition, affronter l'autre dans l'adversité footballistique. Il ne faut pas simplement dire qu'on a les belles infrastructures. Mais il faudrait qu'on ait aussi une équipe qui soit à la mesure de ce que nous voulons présenter. Et dernière chose, il ne faudrait pas que les gens viennent faire le CHAN chez nous et qui se rendent compte que nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, on est dans un cafouillage. C'est tout cela qui est regrettable. C'est noté, professeur. Nous ne pouvons que vous dire merci pour cet entretien. Merci d'avoir honoré le rendez-vous sur HTV. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes enseignant d'université, plus précisément à l'université de Douala, politologue et maître de conférences. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre magazine Invité de H. Bonne suite des programmes et à une autre fois pour une autre édition.